Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Salut à toutes et à tous, regardez Les Indiscrets de Nils Wilke, programme que nous testons aux médias et qui sera sur la grille de la saison prochaine et peut-être sur la TNT si vous, notre public, nos uniques mécènes, vous nous en donnez les moyens. Soutenez-nous sur tnt.lemediatv.fr. L'idée de ce programme, c'est de regarder derrière le rideau de fumée des éléments de langage, de voir de près le théâtre d'ombre qu'est la politique. Et le taulier de ce programme, c'est Nils Wilke, journaliste indépendant, journaliste politique jusqu'au bout des doigts. Il recueille les confidences des politiques de tous bords. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Emmanuel Macron qui déteste désormais ses ministres et balance des horreurs en privé à leur sujet. De la drôle de réélection de Yael Braun-Pivet au perchoir qui s'est déroulée avec le soutien de la droite républicaine, mais pas d'Emmanuel Macron. Également, la guerre secrète et impitoyable que se mènent Gabriel Attal et Gérald Darmanin, Premier ministre et ministre de l'Intérieur démissionnaire. Salut Nils. Salut Théo. Alors la question peut paraître abrupte, mais je la pose quand même. Pourquoi et depuis quand Emmanuel Macron déteste-t-il ses ministres ? Oui Théo, alors Macron ne peut plus supporter les membres actuels du gouvernement. Les uns sont jugés trop mous, les autres ingrats au choix. Le président les accueillait à froid le 9 juin, juste après la dissolution, en leur reprochant de lui casser du sucre sur le dos dans la presse. Ils virent parano, il était temps que ça s'arrête, me confiait cette semaine le conseiller d'un ministre qui se sait dans le viseur de l'Élysée. Et on le sait, la dissolution a créé une cassure entre le président et son gouvernement, on en a parlé dans l'émission la semaine dernière, il avait même réussi à faire pleurer des ministres en évoquant leur départ. Or certains ont fait part de leurs états d'âme dans la presse, qui est insupportable pour le président. Sur BFM, l'un d'eux se disait abandonné, d'autres se sont dit trahis. Or, Macron ne voit ses ministres que comme des faire-valoir. Par exemple, au moment de la loi immigration, ses conseillers expliquaient aux journalistes que si la loi passait, ce serait grâce à Emmanuel Macron, et que si elle capotait, ce serait la faute de Gérald Darmanin. C'est vraiment la quintessence du macronisme. Résultat, l'ambiance a tourné au vinaigre avec ce gouvernement moribond. Le président les méprise et les appelle désormais les losers, me souffle l'un de ses interlocuteurs réguliers. Il estime qu'ils lui doivent tout et qu'il peut les briser comme il l'a fait avec la dissolution. C'est effrayant. Nils, tu me disais avant le tournage qu'en réalité, Emmanuel Macron s'est toujours montré critique face à ses ministres. Pourquoi ? Oui Théo, alors il estime qu'il a fait les ministres. Le président a l'impression qu'il est tout seul à batailler sur tous les sujets, me soufflait d'ailleurs l'un de ses proches lors des élections européennes. Même refrain lors de la réforme des retraites ou de la loi immigration. Et à chaque fois, finalement, Macron fait savoir que rien n'avance assez vite. Alors, ses proches ont plusieurs excuses. C'est un manager minute, il a déjà tout en tête, ce sont les autres qui ne vont pas assez vite, me disait l'un de ses proches, comme pour l'excuser. Alors, l'humeur de Macron ne s'est pas arrangée quand il a appris les confidences de la jeune ministre au Parlement, Marie Le Bec, aux journalistes pendant la campagne des Européennes. Marie Le Bec, c'est cette jeune ministre qui s'était faite remarquer le jour de sa prise de fonction en prenant le métro pour la com avec BFM, avant de se faire coincer en direct dans sa voiture avec chauffeur. Regardez. Là, je me rends au ministère des Relations avec le Parlement pour faire la passation avec Franck Riester. En métro, comme je le fais tous les matins. Bonjour Marie Le Bec, une question un peu taquine. On vous a vu arriver tout à l'heure en métro et là vous quittez le ministère pour aller à l'Élysée, vous êtes en voiture. Ça veut dire qu'entre-temps, depuis ce matin, vous avez hérité d'un chauffeur ? Oui, effectivement, ça fait partie de la fonction. Et surtout, je crois que nous sommes un petit peu pressés par le temps, donc on se dépêche de se rendre au Conseil des ministres. Alors d'après ma consoeur de l'opinion, elle a eu des propos peu amènes envers les ministres. Son collègue des transports, Patrick Vriguet, un dépressif. Sabrina Agresti-Roubache, tout le monde l'appelle la cagole. Dominique Faure, c'est Dalida. Et Marc Fesneau, il ne fait rien à l'agriculture. Mais le pire, c'est ce que Marie Le Bec a dit du président, le qualifiant de joueur qui serait bien capable de dissoudre, et c'était plusieurs semaines avant la dissolution, de quoi faire crier le président à la trahison. Les colères de Macron ne font plus autant effet. Jupiter a perdu la foudre, en plaisante un député macroniste repenti depuis. La preuve avec Gabriel Attal, son Premier ministre prend son envol, petit frère a grandi trop vite. Et le voilà qui a pris la présidence du groupe macroniste à l'Assemblée malgré les réserves.
du chef de l'État. Alors, lors du dernier Conseil des ministres qui s'est tenu à l'Élysée, Attal a dit que l'avenir est à écrire, comprendre sans Macron, surtout que le Premier ministre vante la fidélité du gouvernement aux institutions et à la République. Et donc la traduction de ce discours, c'est qu'à l'inverse du président qui a prononcé la dissolution sans prévenir, Gabriel Attal se pose en pilier de la République. On entend d'ailleurs souvent Gabi se vanter d'avoir sauvé le régime républicain. On peut dire qu'il est modeste comme son grand frère. Évoquons désormais la victoire de Yaël Braun-Pivet, reconduite au perchoir après avoir battu le communiste André Chassaigne. C'est une sacrée remontada après un scrutin, disons, particulier. Oui Théo, alors Yaël Braun-Pivet est au sommet de sa gloire, on la voit serrer Aurore Berger ici le soir de la victoire. C'est la photo du bonheur ou de l'horreur, selon le point de vue où l'on se place, car Yaël Braun-Pivet n'est arrivée que 3e au premier tour avec 124 voix, soit 13 de moins que le total des groupes Ensemble pour la République et Modem qui la soutenaient. Et donc il lui a fallu les retraits de la droite républicaine, menés par Wauquiez, et de Horizon pour obtenir un ballotage plus favorable, parce qu'au deuxième tour, elle a bénéficié à l'unité près du rapport des voix des deux candidats, et a finalement viré en tête avec 210 voix, puis 220 au troisième tour, après les retraits de Charles de Courson, et avec 13 voix d'avance sur André Chassaigne. Et finalement, on peut dire que ce sont les voix contestées des 17 députés toujours ministres qui ont fait la différence. Et c'est d'ailleurs un point qui fait bondir la gauche et les constitutionnalistes qui s'insurgent que des membres du gouvernement puissent voter comme députés. Alors certes, Macron les a démissionnés la veille, mais il plane tout de même un sérieux soupçon d'inconstitutionnalité, puisque l'article 23 de la Constitution interdit aux ministres de siéger au Parlement. A priori, ce conflit ne sera pas résolu. Alors Sandrine Rousseau a annoncé que les écologistes pourraient saisir le Conseil constitutionnel pour contester l'élection d'Yaël Braun-Pivet, mais c'est une démarche en réalité qui a très peu de chances d'aboutir, parce qu'il y a des jurisprudences. Déjà, les tribunaux s'étaient déclarés incompétents au nom de la séparation du pouvoir pour tout ce qui relève de l'organisation du Parlement. On imagine en tout cas que pour les 2/3 des Français qui ont voté contre les macronistes, 39 jours après la dissolution, 11 jours après le second tour des législatives qui a vu quand même la défaite du camp présidentiel, Macron est toujours à l'Élysée, Gabriel Attal est toujours à Matignon et Yaël Braun-Pivet retrouve le perchoir. On peut dire que tout change pour que rien ne change. Mais il faut dire qu'elle revient de loin, Yaël Braun-Pivet, sa candidature n'était pas du tout une évidence, elle entretient des relations exécrables avec Emmanuel Macron. Pourtant, elle lui a sauvé la mise lors de la commission d'enquête sur Benalla en enterrant l'affaire. Petit retour en arrière, à l'été 2018, alors présidente de la commission des lois à l'Assemblée, elle permet à peine 8 auditions, sans Benalla d'ailleurs, sans consulter l'opposition qui s'insurge. Mais Macron ne lui pardonne pas en réalité de s'être imposé au perchoir face à son candidat à l'époque Roland Lescure. Et d'ailleurs, elle a dû forcer Macron à lui accorder un tête-à-tête lors de la dissolution. Regardez les photos prises par Soisig de la Moissonnière, c'est la photographe personnelle du président. Au soir du 9 juin à l'Élysée, on voit clairement qu'elle est très très contrariée. Jusqu'au bout, elle a tenté de convaincre Macron que la dissolution était une erreur, en vain, et donc elle en a beaucoup voulu au président de l'avoir mise en danger et obligé à repartir en campagne, comme beaucoup de députés macronistes d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, elle peut se targuer d'avoir été réélue sans l'appui de Macron. Jusqu'au dernier moment, le président a répété à des interlocuteurs, des députés, des élus, des cadres du parti, qu'il faudrait un autre candidat au perchoir, que les électeurs avaient tourné la page, selon les confidences que j'ai obtenues de certains de ses interlocuteurs. C'était évidemment encore une peau de banane lancée à Yaël Braun-Pivet. Et d'ailleurs, regardez le tweet de félicitations, entre guillemets, que le président a posté sur Twitter X. Présidente de notre Assemblée nationale, tous ceux qui vous connaissent savent que vous veillerez au respect de la pluralité des opinions. Alors on note le nôtre Assemblée, comme si Macron se considérait comme propriétaire du Parlement, alors que la séparation des pouvoirs lui interdit d'y poser un pied. Et surtout, son message est à double tranchant. Yaël Braun-Pivet, c'est surtout illustré par son sectarisme.
Face à la gauche, ou encore avec son soutien inconditionnel à l'État d'Israël depuis les attaques terroristes du 7 octobre menées par les Hamas, et tout ça malgré les atrocités commises par Tsahal en Palestine. Elle avait même organisé une marche contre l'antisémitisme en acceptant la présence du RN. Mais ce sont surtout ses colères envers la gauche, et notamment les Insoumis, qui a alimenté la chronique. Une inquiétude et une colère. Mesdames les députés, il est d'usage dans cet hémicycle de saluer la présidence et le ministre. Moi, on m'a appris à dire bonjour, mais bon, manifestement, c'est pas le cas de tout le monde. Un peu de silence, s'il vous plaît, on se calme. Et vous vous taisez, autrement je vous rappelle. Non, vous vous croyez où? Votre attitude est inacceptable. Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Allez, la séance est suspendue. Et pour ceux qui la connaissent, et notamment ses alliés, c'est surtout la droite et le Rassemblement national qui peuvent compter sur sa bienveillante neutralité. Cette réélection, elle sonne vraiment comme une revanche, mais à quel prix, Théo? La droite républicaine de Wauquiez-Hors-Ciotti a réclamé 2 vice-présidences, une questure, la présidence de la commission des finances et 2 secrétaires du bureau à Attal, qui s'est chargé des négociations selon ces mésinformations. Et donc, pour les députés du camp macroniste, elle a un peu bradé les bijoux de famille, parce que ce sont des postes qui sont extrêmement prestigieux à l'Assemblée et très recherchés. Avec cette victoire qui n'est pourtant pas la sienne, Macron veut faire croire qu'il n'a pas perdu, puisqu'il montre qu'il peut s'entendre une fois de plus avec la droite, et tant pis si le vote des Français, et notamment celui de la gauche, était un vote contre le RN, mais aussi contre sa personne. Transformer le plomb en or et la défaite en victoire, n'est-ce pas l'alpha et l'oméga du macronisme? Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Nils, raconte-nous la guerre que se livrent Gabriel Attal et Gérald Darmanin. Pourquoi se prennent-ils la tête? Oui, Théo, alors c'est un peu le duel qui va animer l'ancienne majorité dans les prochains mois. Attal et Darmanin, on les voit arriver d'ailleurs à Nice ce 19 juillet sur les lieux d'un incendie meurtrier qui a tué 7 personnes. Et on voit que les 2 hommes piaffent d'impatience de solder les années Macron. Ça agace beaucoup d'ailleurs le président qui critique les ambitions prématurées dès qu'il en a l'occasion. Alors en plus, Gabi a été élu président des députés Renaissance à l'Assemblée, qui est quand même un poste stratégique, qui le destine, en tout cas sur le papier, à s'imposer en leader des macronistes. Mais Darmanin n'est pas prêt à se laisser distancer. La preuve avec ce SMS du ministre aux députés macronistes que j'ai obtenu cette semaine. Alors il écrit « L'unité de notre groupe est très importante, mais l'unité, entre parenthèses, comme la vie de couple, ne se décrète pas, elle se construit ». Alors c'est une petite pique à double sens pour les initiés, puisque le ministre en fait évoque à mots couverts l'ancien couple formé par Gabriel Attal avec Stéphane Séjourné, donc l'actuel ministre des Affaires étrangères sortant. Et ensuite, Darmanin écrit, ce qui est pire, l'élection à la tête du groupe Renaissance de Gabriel Attal, donc, ne règle ni la ligne politique, ni le fonctionnement du parti. Mais que faut-il comprendre de ce SMS, Nils ? Alors, il faut lire entre les lignes, Théo. Il faut comprendre, moi, Darmanin, je suis droit dans mes bottes, et donc à droite, les bottes. Vous me connaissez, on connaît bien Darmanin, on connaît ses défauts, ses qualités, mais quel est le positionnement politique de Gabriel Attal ? Eh bien, on ne sait pas vraiment sur quelle eau navigue Gabriel Attal, c'est au gré des circonstances, et c'est d'autant une critique de Gabriel Attal que de son clone, Emmanuel Macron. Donc Darmanin n'a pas pu prendre la tête du groupe des députés macronistes, mais il adresse une mise en garde à Gabriel Attal et à ses alliés. Il ne suffira pas au Premier ministre de passer en force pour tenir l'unité du groupe, il lui faudra composer avec Darmanin. Il écrit ensuite « On a tous des efforts à faire et à ma place, j'y contribuerai ». Donc on peut traduire là encore, moi et mes troupes, donc on pense à ses très très proches comme Maud Bréguéon, Charles Rodwell, Caroline Yadan, Benjamin Haddad, qui se sentent en position de force et qui entendent bien peser sur le groupe macroniste pour la suite des événements. Et d'ailleurs, certains proches du ministre de l'Intérieur sortant ne cachent pas en privé leur souhait de rejoindre Édouard Philippe à Horizon si Gabriel Attal tentait de leur imposer une tutelle trop pesante.
Et d'ailleurs, la guerre d'influence, elle se poursuit. On a appris cette semaine que Darmanin n'avait pas proposé à Macron les nominations des préfets au mouvement. Donc le mouvement, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mercato de ces hauts fonctionnaires qui sont nommés directement au Conseil des ministres par le président sur proposition des ministres concernés et du Premier ministre. Alors on voit donc l'article de la lettre qui explique que Gérald Darmanin a bloqué les nominations de préfets proposées par Emmanuel Macron. Et effectivement, le président, ça a été vraiment un motif de colère du locataire de l'Élysée, selon mes informations. Alors la raison invoquée principale, c'est le refus d'Emmanuel Macron de nommer le directeur de cabinet de Gérald Darmanin, donc c'est son plus proche collaborateur, Alexandre Bruguère, comme DGPN, c'est-à-dire directeur général de la police nationale. Donc c'est le plus haut poste en fait dans la police. Il est chargé du commandement des différentes directions de la police nationale, donc c'est un profil et un poste qui est ultra sensible. Et bon, c'est vrai que le profil de Bruguère, qui est directeur de cabinet, qui a surtout une expérience en cabinet ministériel, ça a fait plutôt bondir les gradés au sein de la police. Alors, à l'intérieur, on réfute tout conflit avec l'Élysée. On explique que c'est une chaîne de nomination qui n'était pas mûre. Mais le château a beau jouer l'apaisement en allant dans ce sens, les tensions sont bien réelles et le blocage de ces nominations est rarissime. Ça n'arrive pratiquement jamais parce qu'en général, tout est bordé en fait en amont. Le président, les ministres concernés, le Premier ministre se mettent d'accord sur la liste. Et Macron avait notamment prévu de nommer la directrice adjointe du cabinet de Gabriel Attal, donc c'est Fanny Anor, qui est une très proche du Premier ministre sortant, et qui est vraiment essentielle dans son dispositif. Elle devait être nommée préfète de Vendée. Et là encore, l'accueil a été extrêmement frais à l'annonce de cette nomination dans les cercles préfectoraux. Et donc le président n'a pas donné suite. Et c'est aussi le signe, à mon avis, Théo, que le crédit politique de Macron est en chute libre. Merci Nils, et merci à vous d'avoir regardé cette émission qui est dans sa phase de test. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez par YouTube et via email si vous nous regardez à la télévision sur le canal 350 de la Freebox. Le média, vous le savez, est engagé dans une course de fond qu'il a menée le 12 juillet dernier devant l'Arcom pour obtenir un canal TNT. Le défi est immense. Pour crédibiliser notre démarche, nous avons besoin de vous pour nous aider à le relever. Donc ce défi, rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Restez connectés aux médias.